Le pouvoir du capitaine Traoré défendu sur place ici au Burkina Faso à corps et à cri. Il est aussi à l'étranger, notamment à la 78e Assemblée générale de l'ONU. En marge de cette rencontre internationale, la délégation burkinabé conduite par Bassol Mambazié s'est entretenue avec la diaspora burkinabé au pays de l'Oncle Sam. Le point des échanges et réactions à suivre en début de journal. Dans ce journal également, gros plan sur la plateforme UBI24, un canal d'information des étudiants créé en 2015 par un groupe d'étudiants. Vous allez le voir, depuis lors, il permet d'éviter le pire aux étudiants abonnés dans le cadre de leurs études. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. L'actualité ce mercredi, c'est la mobilisation monstre intervenue en soutien à la transition burkinabé. En effet, les principales artères de la capitale burkinabé étaient noires de monde la nuit dernière. Ce sont des partisans du capitaine Ibrahim Traoré sortis par milliers pour, disent-ils, faire bloc contre une éventuelle déstabilisation de la transition. Du rond-point du 2 octobre jusqu'à celui des Nations Unies, justement, on pouvait voir des manifestants à pied ou à moto au son de klaxons et vous êtes là. Ils ont fait le pied de grue jusqu'au petit matin pour soutenir le chef de l'État. Direction New York à présent, ou après son discours prononcé samedi dernier sur la tribune de la Maison de Verre à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, Bassol Mambazié a rencontré la diaspora burkinabé aux États-Unis. Comme il fallait s'y attendre, sans langue de bois, le ministre de la fonction publique burkinabé a quelque peu fait le point de la situation au pays. Dans ce conclave, les révélations étaient aussi au rendez-vous. Le point des échanges avec Abdourazak Traoré. Mobilisation des grands jours, standing ovation hymne national, Bassol Mambazié et Olivier Rwamba en véritable guest star à cette rencontre avec la diaspora burkinabé aux États-Unis. Dans cette salle située dans le Bronx, l'un des 5 arrondissements de la ville de New York, le ministre d'État fait le service après-vente de son discours devant la tribune des Nations Unies. Il faut qu'on ait le courage d'avancer, on avance. Ça, je vous assure, en termes de matériel, en termes de quoi ça rend. Comme ils ont vu qu'on veut avancer, puisqu'on a demandé de nous aider, ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider. On prend notre argent, on achète. On attend, ça ne vient pas, on veut demander. On dit non, la France a écrit à tel pays là, pour dire que nous on est en train de s'entretuer, il ne faut pas donner nos salaires. Notre argent, vous avez encaissé notre argent et vous bloquez les brevets. C'est ce que je leur ai dit avant-hier. Et aujourd'hui, à 14 h, le ministre de la Défense m'a envoyé un message pour dire qu'après le discours, ils ont commencé à libérer tout le matériel. Et dans cette même veine, désormais le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, en seulement 7 jours, peut passer des commandes d'armes et se faire livrer, révèle le ministre d'État. Dans une unité militaire ou de gendarmerie, moi, les premières régions que j'ai faites, c'est la région de l'Est. Bogandé, Piera, Diapaga, Pama, Kopienga. Vous arrivez expressément dans une gendarmerie ou un commissariat, vous trouvez les gens, ils sont 6 policiers, 2 kalash. 6 policiers, 2 kalash. Ça veut dire qu'il faudrait que quand l'autre est fatigué, là, que l'autre prend personne à un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, dans certaines interventions même militaires, pour aller, on dit dans telle région des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir, il faut aller louer des fusils dans un pays. On dit on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça c'est un pays. Aujourd'hui, nous avions dit
Même si vous assassinez Barcelone aujourd'hui, n'atteint pas le Burkina, demain il y aura d'autres Barcelone. C'est pas et ça fait qu'on a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui, au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Dans cette lutte contre le terrorisme, le ministre de la fonction publique face au Burkinabé d'ici a aussi insisté sur la responsabilité des autorités et en particulier sur son engagement personnel à servir l'État dans l'adversité. Quand on veut voyager, on dit non, bon, comme la route est dangereuse là, est-ce que tu vas pas prendre l'avion et puis la sécurité va aller t'attendre en bon. Et ils sont faits en fer. Et puis mieux. Moi, j'ai une de la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met les gendarmes, les jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Ils n'ont même pas encore atteint l'espérance de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme. Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. Prendre position et défendre la nation, la patronne de la diplomatie s'est également engagée. Olivia Wamba est même prête à se mettre en jean pour battre le macadam, comme l'a suggéré un intervenant dans la salle. Mais le plus important pour elle, c'est d'être utile. Et c'est ce que la diplomatie burkinabé s'évertue à faire en contournant les embûches. La raffinerie, pour la question avec l'Iran, effectivement, c'est un projet d'envergure qui est dans le pipeline. Et souvent, on dit que pour mieux agir, il faut surprendre. Donc, je pense qu'il importerait que nous puissions y aller en catimini pour qu'au moment opportun, voilà, nous puissions constater les résultats sur le terrain. Sinon, nous savons que quand on parle de l'Iran même, il y a plein d'oppositions. Et même pour y aller, ce n'était pas évident. Parce que quand j'étais DG à la coopération bilatérale, par 4 fois, on a annulé des missions en Iran. Quand on est sur le point d'y aller, on nous somme de ne pas y aller. Tout simplement parce qu'on était frileux, on n'était pas assez courageux. Donc je pense qu'actuellement, le ton a été donné même par le ministre d'État qui a bien dit que nous irons avec qui nous voulons. Et voilà, quand nous voulons et comment nous voulons. Et sur les questions de liberté d'individus de plus en plus préoccupantes, avec notamment les interpellations ou enrôlements de personnes critiques, voici la réponse de la délégation. Deux faits pour les libertés individuelles et tout. Et moi, j'ai envie de dire que là où commence la liberté de l'État, la liberté individuelle s'arrête. Et le maître mot, je le répète, c'est la nation burkinabé. Les autres préoccupations ou doléances de la diaspora sont relatives à la facilitation des investissements au Burkina, la création de mécanismes spécifiques pour faciliter les investissements, l'amélioration des services consulaires pour l'obtention rapide des actes d'état civil. Après les discours, les réactions, l'auditoire a-t-il été convaincu, rassuré ou pas? Les éléments de réponse toujours avec Abdourazak Traoré. Satisfaction, fierté, rassurance, doute et questionnement, ce sont les sentiments les plus partagés ici à New York après les échanges entre la délégation gouvernementale et la diaspora. Disons que oui, c'est bien. On ne va pas dire très bien, mais on espère que ça s'améliore encore plus que ça. Voilà, nous attendons plus que ça. Voilà. Vous avez espoir? Oui, nous avons espoir aussi qu'ils pourront le faire. Ils sont là et on n'a pas besoin d'un autre président pour le moment. Le capitaine Ibrahim Traoré, nous pouvons dire que c'est l'homme de la situation. Merci beaucoup. Ibrahim Oye, Yabé Obiga. C'est la première fois que les responsables du gouvernement passent assez de temps, plus d'une heure d'horloge avec la communauté burkinabé. Je pense que c'était vraiment une bonne opportunité. Ça nous a permis aussi d'échanger certaines difficultés que nous avons en tant que des Burkinabés vivant au niveau des États-Unis ici. Et cela nous donne beaucoup d'engouement à savoir qu'au niveau étatique, il se bat
de leur mieux. Vraiment, les mots me manquent. Oui, je suis vraiment... C'était très bien passé. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis rassurée de ce qui venait de la rencontre. Et nous espérons que beaucoup d'initiatives vont être prises après cette rencontre. Il y a ceux qui sont totalement satisfaits des réponses apportées, ceux qui espèrent ou attendent encore des actions concrètes, mais aussi ceux qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs préoccupations. Et ils ont perdu un cas sur la route de Dori. Et maintenant, l'assurance qu'ils avaient pris, c'était tout risque, mais ils refusent d'endommager qu'ils ne prennent pas en cas de terrorisme. Maintenant, l'État dit quoi pour accompagner les transporteurs? Et si on veut investir, l'État a quelle garantie pour les diasporas pour investir? Mais le ministre ne m'a pas répondu à cette question, vraiment. Il y a également cette question que Yaya a voulu poser au ministre d'État Bassolma Bazié. Voilà. Et puis je voulais poser une question aussi. Et si la route de Douri, la numéro 3, ça fait 6 mois jusqu'à présent, la route est toujours bloquée. À quel problème jusqu'à présent, on ne comprend pas. Et puis encore, chez moi, je suis de 35 km de Dori. Mon village, ça fait Bani. On a demandé 6 mois jusqu'à présent, on n'arrive pas à rentrer chez nous. Les gens ont quitté chez nous, mais on va rentrer jusqu'à présent. On dirait que l'État est en de nous pour nous aider. On compte sur eux pour qu'on retourne chez nous au village. Voilà. Et les autres questions qui n'ont pas pu être posées faute de temps seront recensées pour être traitées plus tard, ont indiqué les responsables de l'ambassade du Burkina à Washington. Qu'à cela ne tienne, la délégation a quitté les lieux sous les acclamations de ces Burkinabés qui vivent à plus de 8000 km de la mère patrie. Une rencontre tenue en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Hier, c'était le clap de fin de cette rencontre de haut niveau de l'ONU. L'on retiendra que les différents participants s'y sont vraiment impliqués, surtout en sa partie concernant les ODD, les objectifs de développement durable. À 7 ans de l'échéance fixée pour l'atteinte de ces objectifs, il est important d'alléger les dettes des pays sous-développés afin de les permettre de financer convenablement leur développement, ont clamé de hauts responsables à ce rendez-vous. On fait le point avec nos confrères d'Africa News. À la clôture de l'Assemblée générale des Nations unies mardi, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, résumant la semaine de haut niveau, a noté la détermination collective de toutes les parties prenantes à réaliser les objectifs de développement durable, les ODD, à mi-parcours de l'échéance fixée à 2030. La partie consacrée aux ODD a été un sommet de l'espoir. Je pense que nous avons réussi à donner de l'espoir au plus grand nombre et à faire passer le message sur le fait qu'il nous reste 7 ans pour atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement. De nombreux participants l'ont souligné et beaucoup sont revenus vers nous pour nous demander quelles étaient les prochaines étapes. Plusieurs d'entre eux sont bien sûr déjà engagés dans cette voie. Amina Mohamed a souligné l'importance des ressources, citant le fardeau croissant de la dette sur de nombreux pays, les empêchant de financer adéquatement les services essentiels en matière d'éducation et de santé. Plus de la moitié des pays à faible revenu en Afrique subsaharienne présentent un risque de surendettement, d'après les évaluations du FMI. Nos obstacles à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement résident dans la mise en œuvre du financement des technologies et des échanges commerciaux. Ces 6 transitions ont été importantes pour nous car elles ont porté sur les systèmes énergétiques et alimentaires, la partie numérique ainsi que le climat et la triple crise climatique que nous connaissons. Denis Francis, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré qu'au-delà du climat, qu'il s'agisse des conflits, de la pauvreté, de la justice ou de la paix, ces défis existentiels se mesurent en vies perdues, en maisons détruites, en droits violés et à des accès refusés. De retour ici au Burkina Faso, le grand formant de cette édition nous emmène dans l'univers des étudiants où le plus souvent avoir l'information en temps réel n'est pas chose aisée. Certains en ont même payé le prix fort. Face à cette problématique qui agace vraiment le monde estudiantin, il y en a qui ont fait preuve d'imagination. Un groupe, ils ont mis en place une plateforme dénommée UB24. Grâce à cette trouvaille, via des SMS, les dates et les heures
des cours, des devoirs et des compositions sont envoyés aux étudiants chaque fois que de besoin. Une solution qui devrait permettre d'éviter les situations fâcheuses telles que celle qu'a vécue Ludovic Dabiré à l'université Naziboni de Bobo-Dioulassou. Amidou Ouedraogo, surtout Justin Dabiré, reportage. Quoi de plus douloureux pour un étudiant que de recommencer l'année académique après avoir raté un devoir important pour manque d'informations? Ludovic Dabiré, étudiant en première année inscrit en histoire et archéologie à l'université Naziboni, raconte son calvaire. On avait un devoir d'ITH, c'était en session, devoir d'initiation au travail historique. On s'est rendu à l'INSA. Le devoir devait se tenir à 12 heures. Voilà. Donc, d'habitude, quand c'est comme ça, c'est un ami qui m'informe. Voilà. Mais arrivé, ils ont dit que le devoir était reporté à une date ultérieure. Donc, j'attendais que l'ami m'informe. Mais vu que lui, il avait déjà validé, donc il ne se souciait plus. Donc, j'ai dû rater le devoir, voilà, par faute d'information. À l'université Naziboni et comme dans plusieurs universités publiques du Burkina, outre l'information par affichage, l'administration utilise les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook pour faciliter la diffusion des informations liées au programme de cours et à l'évaluation des étudiants. Pour les étudiants qui ne disposent pas de smartphone et vivent dans des conditions de vie précaires, ce mode de communication et d'information reste encore difficile. On n'a pas les moyens pour acheter une connexion Internet et pouvoir avoir les programmes. Donc ça fait que je suis obligée de venir à l'université pour chercher mon programme et repartir chez moi. C'est très épuisant, puisque des fois tu peux rater ton bus, soit le bus ne vient pas à l'avance, donc il faut attendre pendant des heures avant que le bus n'arrive. En 2014, Aruna Sankara, alors qu'il était étudiant en SVT à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, a manqué une évaluation de mathématiques car il ne disposait pas de bonnes informations. Obligé d'aller en session de rattrapage, Aruna Sankara décide en 2015 de créer une plateforme baptisée UBI 24. C'était un jeudi. Donc du coup, nous, on pensait que le devoir allait être samedi. Donc, nous nous sommes préparés. On est venu le samedi. Et à la dernière minute, on nous a dit qu'on a eu à faire le devoir le jeudi. Bon, étant donné que je n'avais pas de téléphone Android à l'époque, mes amis aussi, ils en avaient. Mais malheureusement, ils ne se connectaient pas tous les jours. On s'est dit, bon, est-ce qu'on ne va pas créer quelque chose pour pouvoir donc permettre à ceux qui ne se connectent pas de pouvoir quand même recevoir l'information, soit par appel ou bien par SMS. Les universités du Burkina Faso, l'information 24 heures sur 24 est une plateforme qui a pour objectif de délivrer des informations par SMS aux étudiants qui n'ont pas de smartphone 24 heures sur 24. Un système de communication bien apprécié par les étudiants qui utilisent la plateforme de Aruna Sankara. Si je n'ai pas de méga, grâce à ces structures, j'arrive à avoir des informations très facilement. Souvent, les informations peuvent venir à partir de minuit comme ça trouve que je suis déjà couché. Si je me lève le matin, je peux voir ces informations très facilement. Si le programme vient comme ça, nous modifions le programme, nous résumons. Nous ne modifions pas donc le contenu, mais nous modifions la quantité. Ça veut dire que nous résumons donc le programme de telle sorte que nous puissions envoyer ça par SMS et que l'SMS également soit beaucoup plus compréhensible. Nous rencontrons aussi des difficultés, notamment par exemple le changement progressif par exemple du programme, parce qu'on peut envoyer un programme 10 minutes après ça a été changé, 1 heure après ça a été changé, et également aussi le problème des réseaux. Il y a des messages que nous envoyons, ça ne part pas, lié au fait du réseau en fait. Voilà, il faut dire que c'est un problème vraiment qui nous fatigue. Voilà, mais on essaie de faire de notre mieux pour que tout le monde soit informé, même s'il faut répéter le même programme 2 ou 3 fois. Pour un abonnement annuel sur la plateforme UBI 24, l'étudiant doit débourser la somme de 1 500 francs CFA. Un abonnement qui lui permet de bénéficier de toutes les informations académiques relatives à sa filière et à sa promotion. On en vient à ce renforcement de capacité des conseillers et assistants des pays membres du RAFPRO
Entendez par là le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. À terme, l'évaluation des actions de formation ne devrait plus avoir de secret pour ces apprenants. L'objectif étant de disposer de rudiments nécessaires pour dispenser de meilleures formations. On en sait davantage avec Amadou Diko. 18 conseillers et assistants des pays membres du RAFPRO, Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, renforcent leurs capacités sur l'évaluation d'une action de formation. Initiée par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, cette session de formation vise à permettre à ces acteurs d'améliorer la qualité de leurs interventions à travers une bonne appropriation d'outils, de méthodes et de concepts d'évaluation. Et il s'agit pour nous donc, au cours de cette formation, de voir quelle est une bonne action de formation, quel est le cahier de charges qu'il faut élaborer pour avoir une bonne formation et enfin, avoir les outils qui puissent nous permettre d'évaluer la formation une fois que l'action est menée. Est-ce que nous tendons vers le changement qui nous a amené à financer la formation? Voici succinctement ce que nous allons voir courant cette semaine. Cette formation qui se tient sur 5 jours devrait à terme permettre aussi aux bénéficiaires de mesurer facilement les effets et les impacts des formations dans les pays membres du RAFPRO. Généralement, quand on fait nos formations, ces formations sont évaluées lors de nos assemblées générales pour voir les attentes, si ça permet donc d'améliorer quelque chose. Si ce n'est pas le cas, les dispositifs sont revus. Ce qui est recherché, c'est qu'à la fin, nous puissions mesurer les effets et les impacts des formations avec les mêmes outils dans les 13 fonds. Prennent part à cette session de formation des membres du RAFPRO du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali et du Sénégal. Créé en 2006, le RAFPRO est un cadre de réflexion et de partage d'expériences sur la formation professionnelle. L'organisation regroupe 13 pays du continent. Parlons solidarité à présent avec l'ONG WHH qui vole au secours de plus de 50 000 personnes vulnérables dans la province du Bama. L'initiative entre dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux populations déplacées et aux communautés d'accueil des régions du centre-nord et des hauts-bassins. Et pour la circonstance, plus de 400 tonnes de vivres ont été mobilisées, nous disent Bamori Traoré et Amadou Diko. Plus de 400 tonnes de vivres octroyées à plus de 50 000 personnes vulnérables. C'est la matérialisation de la journée de dons organisée par l'ONG WHH. Ce geste qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA est destiné aux personnes déplacées internes et les personnes démunies venant des villages environnants de Kongoussi dans la province du Bam. Chaque bénéficiaire recevra 175 kg de céréales. Suite à la crise sécuritaire que nous connaissons tous, il y a un projet qui a été conçu depuis mai 2022, qu'il a démarré pour couvrir vraiment la province du Bam. Donc cette idée, c'est pour réellement soulager leurs souffrances et puis apporter un peu un appui. Et je pense que nous sommes à la 3e distribution concernant ce projet. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a 7 sacs par bénéficiaire, 2 sacs de riz, 2 sacs de haricots, 3 sacs de farine de 25 kg chacun, ce qui fait 175 kg. Et également un bidon d'huile végétale de 5 litres et un sac de sel de 10 kg. C'est avec satisfaction qu'ils reçoivent cette aide qui vient à point nommé. Mais au regard de l'accroissement quasi quotidien des déplacés dans la ville, le président de la délégation de la commune de Kongoussi lance un appel à d'autres volontés. Nous accueillons donc les gestes de WHH avec fierté, avec satisfaction. Nous étions donc ces différents apports. La commune ne saurait comment gérer les populations qui sont venues de partout. Mais avec donc l'apport de ces différentes ONG, nous arrivons en tout cas à gérer convenablement donc nos PDI et nos autres vulnérables. Les PDI actuellement dépassent la ville. Et nous profitons donc après d'autres ONG
que ce soit donc des ONG d'urgence ou des ONG qui interviennent dans le domaine donc, du développement, à venir nous aider. Parce que le besoin y est. Cette assistance humanitaire est destinée aux personnes déplacées internes et vulnérables des régions du centre-nord, du centre-est et des hauts-bassins. En sport football, avant son déplacement le 1er octobre prochain à Port-Harcourt pour le match retour de la Coupe de la Confédération contre River United, l'étoile filante de Ouagadougou était face à Majestic le week-end dernier pour le compte de la 4e journée du championnat national. Une sortie cauchemardesque pour les Bleus et Blancs qui ont été battus sur le score de 3-1 par les Rouges et Noirs de Saponé. Retour sur les temps forts de ce match avec Madi Zongo et Abdoulaziz Sari. L'étoile filante de Ouagadougou face à Majestic pour le compte de la 4e journée du championnat national. Sur la pelouse du stade municipal, Majestic de Saponé n'a pas fait durer le suspense. 8 minutes ont suffi à Josué Tiendrebego pour ouvrir le score. Les hommes de Cheikh Hamidou Ouattara manquaient visiblement d'arguments pour rivaliser avec les Rouges et Noirs de Saponé. La pause intervient sur cette avance de Majestic. L'entame de la seconde période est similaire à la première. 8 minutes de jeu ont encore suffi à Majestic pour doubler le score. Sur une balle mal renvoyée par la défense, Djakardia Sangaré envoie Philippe Maré ramasser la balle au fond des filets. Piqués au vif, les Bleus et Blancs pressent et obtiennent la réduction du score à l'entame du temps additionnel par le capitaine Abdoulaye Zongo. Les espoirs d'égalisation de l'EFO seront réduits à néant 1 minute après. Djakardia Sangaré signe le doublé. Ce large succès va servir de référence à son équipe pour les rencontres à venir. Si on répond aux garçons, on dit ce soir il faut faire un match de référence pour carrément se réveiller et afin de faire quand même un bon championnat. C'est vrai que les matchs passés, on n'a pas retrouvé notre jeu. Et ce soir, je pense que les garçons étaient enthousiastes et ils ont fait tout ce qu'on a fait pendant les matchs de préparation. L'ensemble, je pense que tout le monde s'est bien comporté, même si l'expulsion nous a fait souffrir un peu vers la fin du match. Pour l'entraîneur de l'EFO, on ne peut pas gagner tous les jours. Il fallait tenter le tout pour le tout. Soit on égalise, soit on encaisse un but, un troisième but. Ce qui s'est passé, moi je pense que c'est ça le football. Voilà. C'est pas chaque jour il faut être performant. Je dirais pas la fatigue parce qu'on avait que 4 titulaires seulement sur le terrain. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas la fatigue. On avait fait carrément tourner l'effectif et je pense que ça a été un jour sans. Il faut le reconnaître. Dans le football aussi, c'est un moment, ça arrive. Donc il faut prendre ça avec philosophie et rentrer travailler pour le prochain match. L'EFO se déplace dimanche 1er octobre au Nigeria pour affronter River United pour le match retour du second tour de la Coupe de la Confédération. Avant de nous quitter, sachez qu'au Niger, les nouvelles autorités attendent toujours la matérialisation des fortes annonces faites par le président Emmanuel Macron dimanche dernier. Pour ce qui est du retrait des 1500 soldats français, Niamey veut accorder ses violons avec Paris sur les différentes modalités. Regardez. Un départ des soldats français qui se fera dans un cadre négocié et d'un commun accord avec Paris. C'est ce que souhaite le Niger. Dimanche, Emmanuel Macron avait annoncé le départ imminent de l'ambassadeur français ainsi que le retrait des 1500 soldats français d'ici la fin de l'année. Dans un communiqué, les autorités à Niamey ont fait savoir qu'elles espéraient que cette déclaration serait suivie d'actes officiels, car pour l'heure, aucune précision n'a été donnée concernant le calendrier de ce retrait. De plus, aucun mouvement de départ de l'ambassadeur français n'a été observé autour de l'ambassade à Niamey. L'annonce du président Macron a cependant été saluée par de nombreux Nigériens. Ces dernières semaines, ils étaient des dizaines de milliers à manifester contre la présence militaire française. Concernant la future destination des troupes françaises, plusieurs options sont possibles, comme le Tchad, voisin du Niger et qui accueille déjà l'état-major des forces françaises au Sahel.
En attendant, même si elle semble de moins en moins probable, la menace d'une intervention armée de la CEDEAO pour libérer l'ancien président Mohamed Bazoum plane toujours sur le pays. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève en notre compagnie. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal pour d'autres actualités. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous. Ne manquez surtout pas de témoigner votre amour à vos proches, car dit-on souvent, la vie ne tient qu'à un fil. Bonsoir.